Bonjour, vous êtes sur For Change. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des experts. Au programme de cette émission, nous allons parler des dirigeants de TPE et de leurs relations avec leurs banques. Ce sera dans quelques instants avec Éric Luc, directeur de la communication de Fiducial. On parlera ensuite des mesures phares contenues dans le projet de loi de finances avec Anne Sebel, fiscaliste chez RSM. Et enfin, Jean-Marc Alouette, président de Sixfin, nous parlera de la montée en puissance de l'automatisation comptable. Voilà pour les titres, c'est parti pour les experts. On commence tout de suite ce numéro des experts avec Éric Luc, directeur de la communication de Fiducial, avec qui on va parler de la relation des directeurs de TPE avec leur banque. Éric Luc, bonjour. Bonjour, ça va? Très bien, et vous? Toujours bien. Alors, quelles sont les prévisions d'activité cette année? Alors, Fiducial, depuis une vingtaine d'années, en partenariat avec l'IFOP, l'Institut de sondage, on interroge des patrons de TPE sur des sujets d'actualité, ce qui soit structurel ou conjoncturel. On fait ça depuis à peu près 20 ans. Et dans ces questions d'actualité, on leur pose deux types de questions. C'est des questions qu'on peut suivre sur une vingtaine d'années, comme le moral des chefs d'entreprise vis-à-vis des mesures gouvernementales ou pour leurs entreprises directement. Je vais prendre juste ce chapitre. Aujourd'hui, 38% des chefs d'entreprise ont un sentiment de ne pas être compris par le gouvernement, donc un moral pessimiste. Je voulais juste resituer ça sur une période un peu plus longue, parce que les chiffres, on peut leur faire parler comme on le veut. Sous le gouvernement Hollande, que ce soit avec Jean-Marc Ayrault, que ce soit Bernard Cazeneuve ou Manuel Valls, on était descendu à 12% d'opinion favorable. Vous voyez, donc un grand mécontentement. Donc là, on est une période plutôt haute sur le moral vis-à-vis du gouvernement, donc à 38%. Et cette même question, on leur pose sur leurs propres sentiments par rapport à leur entreprise. Et là, on s'aperçoit qu'avec leur résilience et leur agilité, ils sont optimistes pour eux. Voilà, ils sont optimistes pour eux. Et on leur pose aussi tout de suite la question, c'est est-ce que au niveau difficulté financière, est-ce que vous avez un risque de défaillance? Et là, simplement, il y a 15% des chefs d'entreprise qui disent qu'ils ont un risque important de défaillance. Et ce chiffre, on peut le mettre en corrélation avec les chiffres qui viennent d'être publiés par l'INSEE sur le nombre d'entreprises en difficulté et même en liquidation judiciaire. Il y a eu 41 000 entreprises qui ont déposé leur bilan TPE en 2023. Alors, comment vous expliquez un peu cet optimisme des dirigeants des TPE malgré une conjoncture qui n'est pas favorable? Mais je rappelle que c'est le baromètre des TPE. Donc, dit TPE égale moins de 20 salariés. Donc, ils sont résilients, ils sont agiles, ils sont capables de très vite se retourner. Et très souvent, vous savez, l'amortisseur pour une TPE, c'est la rémunération du chef d'entreprise. Donc, ils peuvent très vite pouvoir s'adapter et ils ont une facilité, je me répète, d'agilité. Alors, vous avez fait un baromètre sur la relation entre ces dirigeants de TPE et leurs banques. Oui. Quelles sont les conclusions de ce baromètre? Alors, c'est important parce que la banque a évolué avec les banques en ligne et on leur a posé la question, c'est est-ce que vous êtes satisfait de votre banque? Et là, on a eu des réponses qui sont un peu surprenantes parce qu'on pensait que c'était toujours un peu je t'aime moi non plus. Et au contraire, à plus de 80%, ils nous disent qu'ils sont satisfaits de leur relation avec leur banque. Et juste avant ça, je préciserai que 80%, presque 80% des chefs d'entreprise n'ont qu'une seule banque. Et moi, en tant qu'expert comptable ou ancien directeur financier, on va leur dire qu'il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier et de plutôt avoir deux banquiers. Et quand on leur pose la question, c'est est-ce que vous avez le même banquier à titre personnel qu'à titre professionnel? Et 2 chefs d'entreprise sur 3 ont le même banquier.
Comment vous expliquez ça? Ben, c'est le contrat de confiance. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que le banquier a toute la visibilité sur le patrimoine et la situation du chef Bien d'entreprise, sûr. parce qu'il y a souvent, pas confusion de patrimoine, mais on est très proche. L'inconvénient, c'est si le banquier tire un peu, ça va être un peu difficile pour obtenir des lignes de crédit. Et puis, on leur a posé, c'est est-ce que vous avez une banque en ligne? Simplement 7% des chefs d'entreprise de TPE ont une banque en ligne. Pourquoi, selon vous? Eh bien, c'est les relations impersonnelles où on n'a pas d'interlocuteur en face de nous. Oui, vous Alors, parlez plutôt du contrat de confiance avec son banquier qu'on a exactement. l'habitude de voir, etc. Même si, Là, on n'a même plus cet si, même si interlocuteur. aujourd'hui, dans le monde de la banque, pour des raisons que l'on connaît bien, tous les 3 ou 4 ans, les responsables de dossiers changent, mais il y a quelqu'un, et maintenant avec nouvelles techniques de communication, on s'aperçoit qu'ils sont satisfaits des relations qu'ils ont avec leurs banquiers sur les réponses à leurs questions, et même à près de 70%, ils arrivent à obtenir des nouvelles lignes de crédit avec leurs banquiers, alors qu'on est plutôt en période des difficultés. Et quand on se projette encore un peu plus loin, c'est est-ce qu'en 2024, vous allez faire un appel d'offres ou avoir un deuxième banquier? Tous les résultats sont en dessous de 25% de chefs d'entreprise TPE qui souhaitent changer de banquier ou passer... Alors, le changement, c'est pas pour maintenant. Alors, je peux prendre comme fiducial, on a une banque. On peut dire que s'il n'y a que 7% de TPE qui ont une banque en ligne, on a 93% de possibilités d'agrandir notre parc. Donc, c'est plein d'opportunités. Exactement. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. C'était un plaisir. On poursuit ce numéro des experts avec Anne Sebel, fiscaliste chez RSM, pour parler des mesures phares du projet de loi de finances 2024. Anne, bonjour. Bonjour Arnaud. Quelles sont les modifications au niveau du contrôle fiscal introduites par la loi de finances 2024? Une certaine modernisation du contrôle fiscal. Effectivement, le législateur va donner des moyens à l'administration fiscale de s'adapter à l'économie numérique, aux changements et à la modernisation de notre société. Donc tout d'abord par des exploitations et collectes de données qui sont sur Internet. Désormais, les inspecteurs donc des finances publiques ont les moyens légaux pour pouvoir collecter ces données, les exploiter pour sanctionner la fraude fiscale, les infractions fiscales et également douanières, et notamment donc constater des manquements délibérés, un abus de droit, notamment en cas de dissimulation de recettes ou d'activités occultes. Quelles sont les conséquences? Il faut faire très attention aux données qu'on va publier. Donc aux sociétés qui ont un service de communication, il faut bien être en amont pour savoir ce qui est publié, parce que l'administration fiscale pourrait se servir de certaines données, incohérences, pour éventuellement déclencher un contrôle et aller plus loin dans la recherche d'infractions ou non. Alors, on vient de voir les modifications sur le contrôle fiscal, mais il y a également des modifications en ce qui concerne les prix de transfert. Concrètement, quelles sont-elles? Oui, tout à fait. Alors, parce que c'est toujours dans cette continuité de lutte contre la fraude aux finances publiques. Alors, la première mesure, c'est un abaissement en fait du seuil de déclenchement des obligations déclaratives. Pour rappel, les sociétés avant 2024 qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 400 millions d'euros devaient déposer une documentation de prix de transfert. Alors, une documentation de prix de transfert qui explique les prix, la politique adoptée donc au sein de groupes multinationaux, donc des flux intra-groupes. Par exemple, en cas de distributeur français qui achète ses produits auprès de sa mère belge ou une sœur allemande, devait expliquer la méthode de prix appliquée. Et pour ce faire, donc, il faut rédiger toute une documentation qui était à la disposition donc de l'administration fiscale. Désormais, les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros sont concernées. Donc, on voit il y a un véritable abaissement donc, du seuil de déclenchement qui permet à l'administration fiscale de voir un champ d'application beaucoup plus large et de cibler beaucoup plus de sociétés et d'aller donc vers un contrôle plus accru de ces prix de transfert pour éviter donc
des transferts indirects de bénéfices vers l'étranger où les taux d'impôt sur les sociétés sont plus intéressants que le taux français. Alors, d'autres mesures? Oui, toujours dans le prolongement des prix de transfert, en ce qui concerne les transferts d'actifs incorporels. Alors, des actifs incorporels tels que les marques, quand une société française va transférer sa marque dans son groupe international à une société située à l'étranger, Qu'est-ce qui se passe? eh bien, l'administration peut revenir sur cette valeur si cet actif est difficilement évaluable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparable, puisque normalement, on doit établir un prix de marché, un prix de pleine concurrence. Donc, si on ne peut pas évaluer cette marque parce que c'est une nouvelle marque, ou si on ne peut pas évaluer un nouvel actif parce qu'il vient d'être créé et on le transfère à l'étranger, l'administration va disposer d'un délai plus important pour contrôler, ce qu'on appelle le délai de reprise. Donc, elle va disposer non plus de 3 ans, mais de 6 ans. Ah, c'est pas négligeable. Non, Ça c'est pas... double le temps de contrôle. Tout à fait. Donc, il faut que les sociétés soient vigilantes et préparent une bonne justification, un bon fondement légal, juridique, économique à la valeur attribuée à cette marque, puisque l'administration pourrait revenir effectivement sur cette valeur 6 ans après. Donc, c'est encore pour lutter contre la fraude aux finances publiques. Donc, vigilance est de mise sur ces abaissements de seuil et les allègements de contrôle en matière de prix de transfert. Tout à fait, et notamment sur les obligations déclaratives. Quand on est une filiale française d'un groupe étranger, on recommande vivement de prendre contact avec la direction groupe, direction juridique, fiscale, pour les interpeller sur cette obligation qui est certes franco-française, mais qui va impacter tout le groupe international. Et puis, les prix de transfert, c'est une problématique mondiale. Donc, le CDE est très actif sur ce point avec toutes les autres administrations fiscales mondiales. On va conclure sur ces bonnes pratiques. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. On poursuit ce numéro des experts pour parler de la montée en puissance de l'automatisation comptable avec Jean-Marc Alouette, président de Sixfin. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Arnaud. L'intelligence artificielle et le machine learning peuvent-ils réellement améliorer la gestion des risques et la détection des fraudes et de la corruption? Oui, mais dans certaines limites. Déjà, l'intelligence artificielle, on l'utilise beaucoup dans tout ce qui est automatisation de la saisie de factures avec de l'OCR, de la reconnaissance des caractères, etc. Ça permet d'éviter les erreurs manuelles. Donc, on va dire qu'en prévention, en limitation du risque initial, on l'utilise finalement déjà beaucoup. Il y a beaucoup d'acteurs sur ce terrain-là. Maintenant, sur le deuxième volet, en gestion des risques, en détection. Oui, bien sûr, l'intelligence artificielle peut être utile, mais elle ne fait pas tout. Moi, je dis souvent que c'est de l'intelligence augmentée. Ça ne va pas remplacer les experts. Pourquoi? Si je prends l'exemple, pas dans la comptabilité, de Météo France, qui a mis en place son système d'intelligence artificielle avec finalement moins de personnes qui regardaient les résultats, on a eu des températures de 4-5 degrés pendant toute la semaine, sauf 28 ce jour-là, avec de la neige. Donc, c'est étonnant. Il y a un doute. C'est pareil avec les outils d'intelligence artificielle. Ils vont au-delà de ce qu'on est capable de faire nous manuellement. Encore faut-il qu'on soit capable de vérifier les résultats, notamment dans la détection des risques de ce qu'ils font, et que ça nous soit utile, et qu'on ne soit pas finalement perplexe devant les résultats, par exemple, de contrôle qui auraient été mis en place avec de l'intelligence artificielle, où elle nous dit, je ne sais pas, allez regarder telle et telle écriture. D'accord, mais pourquoi? Et si on n'a pas le pourquoi, et si on ne comprend pas le pourquoi, et si ce n'est pas immédiatement exploitable, c'est plus un artifice d'intelligence qu'une intelligence artificielle. En d'autres termes, il faut avoir un usage critique de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Je vois beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent en disant, voilà, on voudrait mettre en place un système avec de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'objectif, c'est de mettre en place de l'intelligence artificielle? Ou est-ce que l'intelligence artificielle, c'est un moyen pour atteindre certains objectifs? Et donc, souvent, les premières discussions qu'on a avec eux, c'est « Ok, il n'y a pas de vent favorable à un marin qui ne sait pas où il va. Donc oui, on peut avoir des nouveaux navires qui sont beaucoup plus efficaces,
Mais est-ce qu'on peut se mettre déjà d'accord sur quel est l'objectif à atteindre? Sinon, on va artificiellement se rassurer. Alors, de quelle manière l'évolution de la réglementation et les exigences de conformité influencent-elles l'évolution des systèmes de contrôle interne comptable? Alors, je dirais par deux axes. L'exemple et la contrainte. Alors, parlons d'abord de l'exemple. L'exemple, nul n'est sans savoir que l'administration fiscale utilise l'intelligence artificielle pour être beaucoup plus efficace dans ses contrôles. On vient d'en parler avec l'invité Voilà. précédente. C'est un sujet qui est évident. Nul n'est sans savoir que la mise en place du fichier d'écriture comptable il y a quelques années, c'était pour disposer d'une matière première qui puisse être exploitée. Matière première qui est le carburant de l'intelligence artificielle ou des analyses qu'il y a derrière. On pourrait aller aussi sur les délais de paiement. Je ne dis pas qu'il y a de l'intelligence artificielle, mais de toute façon, il va y en avoir. Donc, toutes ces contraintes, parlons aussi de Sapin 2. Vous devez mettre en place des contrôles comptables pour limiter la corruption. OK. Comment on exploite cette matière comptable pour limiter... Donc, il y a cette contrainte avec de plus en plus de choses qui font que... Donc, vous voyez, on rassemble les deux, puisque finalement, je parlais de l'exemple. Ils le font. Et puis, le fait qu'on ait à répondre à ces différentes exigences fait qu'on doit être absolument le plus efficace possible. Et entre guillemets, des fois, jouer armes égales. Et donc l'intelligence artificielle, du moment où on peut standardiser les tâches, peut aider à automatiser certaines tâches et être un levier pour répondre à ces exigences. C'est ça un peu? Oui, tout à fait. Ça peut permettre d'aller plus vite, d'aller plus loin, d'aller plus précis, d'aller plus simple. Donc on est dans de l'automatisation. Ça peut aussi avoir un autre effet. Donc vous savez que la société qui porte le logiciel GeoEfficiency s'appelle SixFin. Ça vient d'où? Ça vient de sixième sens financier. SixFin. Pourquoi on a pris ça? Parce qu'on doit être capable avec les outils, et c'est ce que l'on fait avec ce qu'on met en place, d'aller voir plus loin que ce qu'on a simplement décidé de chercher. Ça veut dire quoi concrètement? Il faut avoir un sixième sens. Par exemple, nos clients aujourd'hui, dans les démonstrations qu'on fait avec GeoEfficiency, vont nous fournir leurs données comptables et on va leur dire, écoutez, on vous connaît pas bien, on connaît pas bien votre patient, votre société. Nous, on a regardé juste les résultats pendant 1 heure. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ensemble combien d'écritures qu'il faudrait vraiment regarder et pourquoi? Ils vont dire, je sais pas, une 50aine. Ok, c'est fait. Donc en voilà 50 qu'il faudrait regarder et le système vous explique pourquoi il faudrait les regarder. Et c'est là où ça va beaucoup plus loin. Et ça permet d'être beaucoup plus efficace. Pendant longtemps, on a utilisé l'échantillonnage, mais l'échantillonnage, qu'est-ce que c'est? C'est se rassurer. On en prend 50 parmi 10 000, et puis si les 50 sont bonnes, ouais, ça doit être bon. Bon, mathématiquement, moi c'est mon métier, ça marche pas. Hein. Mais on n'a pas une vision globale des choses. Absolument, absolument pas. Donc on se rassure. Alors que si on a un système qui nous permet de nous concentrer sur les écritures qu'il faudrait vraiment regarder, parce qu'elles s'éloignent de la pratique habituelle de cette société, là on se rassure. On s'assure. On ne se rassure pas, on s'assure. Et donc, c'est à ça que servent les outils. Maintenant, il y a aussi un autre volet dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est l'intelligence artificielle générative. Mais ça, c'est autre chose, on n'est pas sur l'analyse de données. C'est ce qui doit simplifier l'utilisation et accélérer éventuellement les conclusions. Donc ça, c'est des outils qu'on peut aussi rajouter. Vous voyez, c'est vraiment un autre volet. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, Arnaud. Merci d'avoir suivi les experts. À bientôt sur 4Change.